Nicholas Hayes se tenait sur le porche de sa maison, contemplant les vastes étendues de son ranch. Des milliers d'acres de terre, des centaines de têtes de bétail, des dizaines d'ouvriers. Tout cela lui appartenait. À 32 ans, il était l'éleveur le plus prospère de 3 comtés, et tout le monde le savait. Sa maison était la plus grande à des lieues à la ronde. Une imposante demeure de 2 étages, avec des balustrades sculptées, de larges fenêtres et des meubles importés de San Francisco même. Il possédait le meilleur bétail, les meilleurs chevaux et la réputation d'un homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Il passa une main sur sa joue fraîchement rasée et plissa les yeux en regardant l'horizon. La journée s'annonçait torride. Boyd, son contremaître, avait déjà réveillé les ouvriers pour la tournée matinale des pâturages. Nicolas entendait le hennissement des chevaux dans l'écurie et le fracas des seaux. Tout suivait son cours, comme un mécanisme bien huilé. « Monsieur Hayes !» l'appela Boyd en montant sur le porche. C'était un homme robuste d'une 40aine d'années, au visage buriné et aux yeux marron perçants. Il travaillait au ranch depuis 15 ans et connaissait l'exploitation aussi bien que Nicolas lui-même. « Quot doiner ?» demanda Nicolas en fronçant les sourcils. « Quotos ?» Nicolas soupira. Les colons s'arrêtaient souvent sur ces terres sans permission, pensant qu'une petite halte ne ferait de mal à personne. D'habitude, ils demandaient simplement à Boyd de leur indiquer la route et de s'assurer qu'ils partent sans encombre. « J'irai moi-même », dit-il en descendant du porche. « Prépare-moi Boulette. » Quelques minutes plus tard, il galopait sur la route familière menant à la frontière est de ces terres. Bulette, son étalon noir favori, avançait d'un pas sûr, et Nicolas profitait de la fraîcheur matinale, qui serait bientôt remplacée par la chaleur. Il aimait ces terres, chaque colline, chaque méandre de la rivière. Il était né ici, avait grandi et travaillé aux côtés de son père jusqu'à sa mort 5 ans plus tôt, lui laissant toute l'exploitation. Et Nicolas avait rendu le ranch encore plus grand, encore plus rentable. La frontière élongeait un petit bosquet de chênes. C'est là qu'il aperçut la fumée d'un feu de camp. Nicolas mit pied à terre, attacha Bulette à un arbre, puis s'avança prudemment vers le campement. Il ne voulait pas effrayer les gens. Beaucoup de colons étaient nerveux et méfiants après un long voyage. Ce qu'il vit le fit s'arrêter net. Près du feu, une jeune femme l'était assise, complètement seule. Il n'y avait ni chariot, ni chevaux, ni personne d'autre à proximité. Juste elle, un petit baluchon et un feu presque éteint. Nicolas remarqua plusieurs choses d'un coup. Une robe délavée, déchirée à l'ourlet, des cheveux blonds ébouriffés et s'échappant de sa tresse, des bras maigres couverts d'égratignures, et en avait aussi des pieds nus. Elle était assise, les jambes repliées sous elle, se chauffant les mains au-dessus des braises. Nicolas toussa pour signaler sa présence. La jeune femme sursauta si brusquement qu'elle faillit tomber. Elle se retourna et il vit son visage, pâle, avec des pommettes hautes, des yeux gris et des lèvres serrées en une ligne obstinée. Un beau visage, malgré la fatigue et la saleté. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante, non de peur mais de colère ou de dépit. « Que voulez-vous » ? « Ce sont mes terres, » dit calmement Nicolas. « Vous avez campé ici sans permission. » La jeune femme serra les poings. « Pardonnez-moi, je ne savais pas. Je pars immédiatement. » Elle se pencha pour éteindre les braises, et Nicolas remarqua de nouveau ses pieds nus. Ils étaient couverts de coupures fraîches et d'ampoules. Elle avait manifestement marché longtemps et loin. « Côte yes », dit-il en faisant un pas en avant. « Côte ». La jeune femme se figea, sans lever les yeux. « Côte 14 ». Nicolas fronça les sourcils. « Côte, trancha-t-elle en levant les yeux vers lui. Son regard brillait de cette fierté qui empêche de demander de l'aide, même quand la vie vous frappe de plein fouet.
Nicolas était perplexe. D'habitude, les gens dans sa situation commençaient immédiatement à se plaindre ou à mendier. Mais cette jeune femme se tenait devant lui, la tête haute, comme si c'était lui qui violait une frontière, et non l'inverse. « Côte-Zidia » commença-t-il plus doucement. « Côte-Zidia » La jeune femme resta silencieuse quelques secondes, luttant visiblement avec elle-même. Puis elle expira et se rassit par terre. « Ketanaya » Elle parlait d'un ton monocorde sans émotion, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais Nicolas voyait la tension dans ses épaules, le tremblement de ses mains. C'était une jeune femme qui avait tout perdu et ne tenait que par sa seule volonté. « Je suis vraiment désolé », dit-il doucement. Et c'était la vérité. Il avait vu bien des malheurs dans l'Ouest sauvage, mais l'histoire de Clara l'avait touché. « Et vos bottes ?» Clara eut un sourire amer sans joie. « Les bandits les ont prises aussi. Ils ont dit que le bon cuir coûtait cher. J'ai marché pendant près de 2 semaines. Je pensais atteindre la ville la plus proche et trouver du travail. Mais mes forces m'ont abandonné. J'ai décidé de me reposer ici pour une nuit, puis de continuer. » Nicolas regarda ses pieds. Blessée et enflée. Comment pouvait-elle espérer continuer dans cet état? « La ville la plus proche est à 2 jours de marche d'ici, » dit-il. « Vous n'y arriverez pas sans chaussures ni provisions. »« J'y arriverai, » répondit Clara avec obstination. « Je suis arrivée jusqu'ici, j'irai plus loin. » Nicolas secoua la tête. Cette jeune femme était soit très courageuse, soit très stupide, ou les deux à la fois. « Écoutez, mademoiselle Jones, mon ranch est à 1 demi-heure de cheval d'ici. Vous pouvez venir avec moi. Je vous donnerai de la nourriture, des chaussures et de l'argent pour la route. Vous vous reposerez quelques jours, puis vous déciderez de la suite. » Clara le regarda avec méfiance. « Pourquoi faites-vous cela? Que voulez-vous en échange ?» Nicolas fut décontenancé. Il n'avait pas l'habitude que ces élans de générosité soient accueillis avec suspicion. « Rien. Je veux juste aider. Vous êtes en difficulté, et ce serait inhumain de vous le laisser ici. » Clara resta silencieuse, étudiant son visage. Nicolas comprenait qu'elle essayait de savoir si elle pouvait lui faire confiance. Finalement, elle hocha lentement la tête. Nicolas sourit, fier, incroyablement fier, pour une jeune femme qui n'avait plus rien, pas même des bottes. « Très bien, » accepta-t-il. « Alors vous pouvez travailler pour moi au ranch. J'ai besoin d'aide pour la maison, la cuisine, le ménage, la couture. D'accord ?» Clara se redressa. « D'accord. Mais je travaillerai honnêtement. Ne pensez pas que vous pouvez me donner des tâches faciles par pitié. Je n'y penserai pas, » promit Nicolas en lui tendant la main pour l'aider à se relever. Clara regarda sa main puis la prit. Sa paume était petite, calleuse et froide. Nicolas l'aida à se mettre debout et elle grimaça en marchant sur une pierre. « Vous ne pourrez pas marcher, » dit-il. « Je vais vous emmener à cheval. »« Je peux marcher. »« Non, vous ne pouvez pas. Cessez d'être têtue, mademoiselle Jones. Ce n'est pas une faiblesse d'accepter de l'aide quand on en a besoin. » Clara pinça les lèvres, mais hocha la tête. Nicolas amena Bulette, monta en selle et tendit la main à Clara. Elle la saisit avec hésitation et il la souleva facilement, la plaçant devant lui. Clara se figea, manifestement peu habituée à une telle proximité avec un homme inconnu. « Tenez-vous à la selle, » conseilla Nicolas, « et ne vous inquiétez pas. Bulette est calme. » Ils repartirent vers le ranch. Nicolas sentait la tension de Clara, la façon dont elle s'efforçait de ne pas le toucher plus que nécessaire. Il pouvait comprendre sa méfiance. Elle avait vécu une horreur, perdu toute sa famille, et se retrouvait maintenant entre les mains d'un inconnu. Mais il comptait bien lui prouver qu'elle pouvait lui faire confiance. En chemin, il lui parla du ranch, du travail, de ce qui l'attendait.
Clara écoutait en silence, hochant parfois la tête. Lorsqu'ils arrivèrent près de la maison, elle eut un souffle coupé. Rentra, Nicolas regarda la demeure à travers les yeux de Clara. Oui, la maison était impressionnante. Immense, avec des colonnes sur le porche, des parterres de fleurs devant l'entrée et une cour bien entretenue. Pour une jeune femme habituée à une vie de fermière modeste, cela devait ressembler à un palais. Oui, je suis Nicolas Hayes, le propriétaire de ce ranch. Bienvenue. Il mit pied à terre et aida Clara à descendre. Elle resta là, regardant la maison, le désarroi peint sur son visage. Nicolas comprit ce qu'elle pensait. Il était trop riche, trop puissant. Pourquoi un tel homme aiderait-il une pauvre migrante? Côte Cartriquiance, dit-il doucement. Côte Cartinis. Clara hocha lentement la tête. Côte Quintied. Nicolas soutint son regard. Côté 48. Ils restèrent un instant ainsi à s'étudier. Puis Clara hocha de nouveau la tête, avec plus d'assurance, cette fois. Côte ça. Nicolas la conduisit à l'intérieur, criant à Boyd de s'occuper de Bulette. Le contremaître regarda Clara, avec une surprise non dissimulée, mais ne dit rien. Nicolas savait que d'ici le soir, tout le ranch discuterait de l'arrivée de la mystérieuse jeune femme aux pieds nus. Mais cela lui était égal, parce que pour la première fois depuis des années, il avait fait quelque chose non par calcul, mais par simple compassion humaine. Et ce sentiment était étrange, mais juste. Nicolas montra à Clara une petite chambre au rez-de-chaussée, près de la cuisine. L'ancienne gouvernante y avait vécu avant de partir 3 mois plus tôt pour épouser un quincaillier. Depuis, Nicolas se contentait de l'aide d'une femme de la ville qui venait cuisiner et nettoyer 1 fois par semaine. Le reste du temps, il mangeait au réfectoire des ouvriers, où se préparaient des repas plutôt médiocres. La chambre était simple, mais propre. Un lit, une table, une chaise, une petite armoire et une fenêtre donnant sur la cour. Clara entra et s'arrêta sur le seuil, regardant autour d'elle. « C'est trop bien, » dit-elle doucement. Nicolas haussa un sourcil, surpris. « Trop bien? Je pensais que vous me donneriez une place dans la grange ou dans une chambre de domestique. Mais ça, il y a un vrai lit. Et une fenêtre ?» Il comprit que pour Clara, qui avait passé les dernières semaines à la Belle Étoile ou, au mieux, dans une grange abandonnée, cette simple chambre semblait un luxe. « Mademoiselle Jones, si vous travaillez dans ma maison, vous devez vivre dans des conditions décentes. Ce n'est pas de la charité, c'est juste du bon sens. Reposez-vous aujourd'hui, mettez-vous en ordre. Vous commencerez à travailler demain. » Clara se tourna vers lui. « Non, je commence aujourd'hui. Le plus tôt sera le mieux. »« Vous tenez à peine debout, » objecta Nicolas. « Regardez-vous. »« J'ai vu pire, » répondit-elle avec obstination. « Dites-moi simplement ce que je dois faire. » Nicolas soupira. Discuter avec elle était inutile. Il avait déjà compris que Clara Jones n'était pas du genre à changer d'avis. « Très bien. Pour commencer, mettez-vous en ordre. Au bout du couloir, il y a une salle avec une baignoire. L'eau chaude est dans le chauffe-eau, le savon et les 6 serviettes dans l'armoire. Ensuite, descendez à la cuisine. Nous verrons ce que vous savez faire. » Clara hocha la tête et Nicolas sortit en refermant la porte. Il descendit et trouva Boyd qui l'attendait dans le hall. « Côté Chinese » demanda sans détour le contremaître. « Côté Augustinus » Boyd fronça les sourcils. « Côté Xinanus » Nicolas secoua la tête. « Côté Nienton, côté Chedino, côté Sanseki » trancha Nicolas. « Côté Xigias » Boyd hocha lentement la tête. « Côté Sinas » Nicolas se rendit à son bureau et tenta de se concentrer sur ses papiers. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Clara. Quelque chose en elle l'avait touchée. Peut-être la fierté avec laquelle elle avait refusé son argent,
ou l'entêtement avec lequel elle insistait pour travailler alors qu'elle tenait à peine debout, ou simplement la façon dont elle le regardait dans les yeux, sans peur, sans flatterie, juste avec honnêteté. Nicolas était habitué à un autre genre de femme. Ces dernières années, de nombreuses demoiselles de bonne famille avaient tenté de l'épouser. Des filles de marchands, de propriétaires de ranches voisins, même une nièce de juge. Toutes étaient intelligentes, bien élevées, avec une dot et des relations, et toutes le regardaient comme s'il était un prix à gagner. Elle voulait son argent, sa position, sa maison, mais pas lui. Clara Jones était différente. Elle ne savait même pas qui il était lorsqu'elle avait accepté de le suivre. Et quand elle avait vu sa maison, elle n'avait pas été émerveillée mais méfiante. Elle ne voulait pas de son argent, pas de vie facile. Elle voulait seulement travailler honnêtement et préserver sa dignité. Nicolas se surprit à attendre avec impatience qu'elle descende. Clara apparut dans la cuisine 1 heure plus tard. Nicolas était assis à table, examinant les factures de fourrage, quand il entendit ses pas. Il leva les yeux et se figea. Elle était métamorphosée. Le visage propre, les cheveux lavés et tressés en une natte soignée. La même robe, mais lavée et repassée. À ses pieds, des bottines simples mais solides qu'il avait demandé à Boyd de trouver dans le débarras. Elles étaient un peu grandes, mais Clara les avait rembourrées avec des chiffons et pouvait maintenant marcher sans douleur. « Prête à travailler, monsieur Hayes ?» dit-elle en s'approchant. Nicolas se leva. « Que te connais, que te sentit, que te qu'étons. » Clara balaya de regard la cuisine. Grande, avec un immense fourneau, une longue table et des étagères remplies de provisions. Que te sentis, où Nicolas lui montra le garde-manger. Viande, farine, légumes, épices, tout était en abondance. Clara examina tout en silence. Puis hocha la tête. « Côte content, côte soin conscient », s'étonna Nicolas. « C'est rapide pour autant de monde. J'ai l'habitude de travailler vite, » répondit Clara en retroussant ses manches. « Partez, monsieur Hayes, ne me dérangez pas. » Nicolas sourit. Elle le mettait à la porte de sa propre cuisine. Mais au lieu de l'agacement, il ressentit quelque chose qui ressemblait à du respect. Clara n'avait pas peur de prendre ses responsabilités. Il sortit et s'occupa des affaires du welfare du ranch. Il inspecta les enclos, parla aux ouvriers, discuta des plans de la semaine avec Boyd. Mais tout le temps, il écoutait d'une oreille les bruits venant de la cuisine. Le claquement du couteau sur la planche à découper, le grésillement dans la poêle, l'odeur de la viande qui rôtissait. À l'heure du déjeuner, il entra dans le réfectoire des ouvriers. 20 hommes étaient déjà assis à la longue table, tous regardant la porte de la cuisine avec curiosité. Clara sortit, portant une énorme marmite de ragoût. Elle était suivie d'un panier de pain frais et d'un plat de pommes de terre. Elle posa tout sur la table en silence, et les ouvriers se jetèrent sur la nourriture. Nicolas observait leur visage. D'abord, la surprise, puis un véritable plaisir. L'un des plus anciens, Mac, grogna même de satisfaction. « Bon sang, c'est meilleur que ce que fait le vieux Charlie. Qui a préparé ça ?»« C'est moi, » répondit calmement Clara. Mac la regarda, puis regarda Nicolas, puis de nouveau Clara. « Patron, si vous la renvoyez, je me mets à son service. » Les ouvriers rirent, et pour la première fois Clara sourit. Un tout petit sourire, à peine perceptible, mais un sourire quand même. Nicolas sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Après le déjeuner, il retrouva Clara dans la cuisine. Elle faisait la vaisselle, ses mains bougeant avec une rapidité et une assurance remarquables. « Mademoiselle Jones, le déjeuner était excellent. Les ouvriers sont ravis. Vous savez vraiment cuisiner. » « Merci, monsieur Hayes. En quoi puis-je aider d'autres ? Vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Reposez-vous. » « Je ne suis pas fatigué. Donnez-moi autre chose à faire. » Nicolas secoua la tête. « Vous êtes une femme incroyablement têtue, mademoiselle Jones. Je sais. Ma mère disait toujours que c'était à la fois ma meilleure
est ma pire qualité. Elle le dit d'un ton léger, mais Nicolas remarqua que sa voix avait tremblé au mot Kachikot. La douleur était récente et Clara s'efforçait de ne pas la montrer, mais il la voyait. « Très bien, dit-il doucement. Si vous voulez, vous pouvez ranger ma bibliothèque. Elle n'a pas été nettoyée depuis longtemps. Il y a de la poussière sur les livres et du désordre sur les étagères. » Clara hocha la tête et le suivit. Nicolas lui montra une grande pièce remplie d'étagères du sol au plafond. Clara s'arrêta sur le seuil, contemplant les centaines de volumes. « Vous avez lu tout ça ?» demanda-t-elle à voix basse. « La plupart. J'aime lire le soir. » Clara s'approcha et fit glisser doucement ses doigts sur le dos des livres. Kotenmodos, Kotemos. Clara se retourna, une lueur de vexation dans les yeux. Quotanasson Kotons. Clara hocha la tête, acceptant ses excuses. Kotomonseki Kotenetou, son visage s'illumina. Et Nicolas comprit que c'était la première fois qu'il voyait Clara vraiment heureuse. Pas seulement calme ou réservée, mais vraiment heureuse. Et c'était beau à voir. Il la laissa ranger et retourna à ses affaires. Mais ses pensées revenaient sans cesse à elle, à la façon dont elle avait souri aux ouvriers, à la façon dont sa voix avait tremblé en se souvenant de sa mère, à la façon dont ses yeux s'étaient illuminés à la vue des livres. Le soir, à la nuit tombée, Nicolas était assis sur le porche, fumant sa pipe et regardant les étoiles. Il entendit des pas et se retourna. Clara se tenait dans l'embrasure de la porte, un livre à la main. « Kotemetit » Nicolas jeta un coup d'œil à la couverture. « Jane Eyre de Charlotte Brontë. » « Bien sûr, bon choix. » Clara serra le livre contre sa poitrine. « Merci, j'en prendrai soin. » Elle s'apprêtait à partir, mais Nicolas l'interpella. « Mademoiselle Jones, asseyez-vous une minute, si vous le voulez bien. » Clara hésita, puis s'assit prudemment sur le bord du banc, à l'autre bout du porche. Il y avait bien 3 mètres entre eux, et comme si elle avait peur de s'approcher. « Que t'es sans deux ?» demanda Nicolas. « Que t'es rond, Kotoskat » ajouta-t-il en la voyant sur le point de protester. « Que t'as qui ?» Clara se mordit la lèvre, réfléchissant. Ils restèrent en silencieux. Le vent bruissait dans les feuilles du jardin, et au loin, un coyote ourla. Nicolas tira sur sa pipe. Kotosanmo, Clara regarda les étoiles. Côté mandaya répéta Nicolas. Nicolas la regarda, son profil éclairé par la lune. Si jeune, si forte, et en même temps si seule. Il ne lui restait rien, sinon sa fierté et sa volonté de survivre. « Kotemon Sedors » demanda-t-il doucement. Côte 115, Clara sourit, mais son sourire était sans joie. Côte 116, elle se leva, serrant le livre contre sa poitrine. Côte 117, Kotobosti. Elle partit, et Nicolas resta seul sur le porche. Il finit sa pipe, regardant la porte fermée derrière laquelle Clara avait disparu. Quelque chose avait changé en lui ce jour-là. Il ne pouvait pas formuler quoi exactement, mais il le sentait, comme s'il avait vécu longtemps dans une maison où toutes les fenêtres étaient encloses, et que soudain, quelqu'un en avait ouvert une, laissant entrer un air frais. Le lendemain matin, Nicolas fut réveillé par une odeur de crêpes fraîches. Il descendit à la cuisine et vit Clara près du fourneau. Elle préparait le petit déjeuner en fredonnant pour elle-même, si bas qu'on l'entendait à peine. Nicolas s'arrêta sur le seuil, ne voulant pas la déranger. C'était la première fois qu'il la voyait détendue. « Bonjour, monsieur Hayes », dit Clara sans se retourner. Elle avait dû entendre ses pas. « Bonjour, ça sent bon. Des crêpes au sirop d'érable. J'espère que vous aimerez. » Elle mit la table et ils s'assirent bien nés pour le petit déjeuner. Nicolas l'observait manger, avec soin, par petites bouchées, sans se presser. C'était la façon de manger de quelqu'un qui avait appris à apprécier chaque morceau. « Mademoiselle Jones, aujourd'hui, Madame Flynn vient en ville. »
dit-il entre deux gorgées de café. C'est disons, la chroniqueuse locale. Elle adore discuter des affaires des autres. Elle a probablement entendu dire que j'avais une nouvelle employée et voudra faire connaissance. Clara leva les yeux vers lui. Et que dois-je faire? Soyez poli, mais n'en dites pas plus que nécessaire. Madame Flynn répand les rumeurs plus vite que le vent ne disperse le foin. Compris. Je m'en sortirai. Nicolas sourit. Il ne doutait pas qu'elle s'en sortirait. Clara Jones était de ceux qui ne perdent jamais leur contenance. Effectivement, vers midi, un chariot s'arrêta devant la maison. Une femme corpulente d'âge moyen, vêtue d'une robe trop voyante et d'un chapeau à plumes, en descendit. Madame Flynn, elle était connue dans le comté comme la principale commère. Elle savait tout sur tout le monde et le partageait avec tous. Nicolas l'accueillit sur le porche. « Coton 27 tours. »« Coton en 28 » s'exclama-t-elle en montant les marches. « Je ne pouvais pas ne pas passer. J'ai entendu dire que vous aviez une nouvelle gouvernante. J'ai décidé de faire sa connaissance. »« Bien sûr, Clara !» appela-t-il. Clara sortit de la maison, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle regarda Madame Flynn calmement, sans la moindre trace de timidité. Madame Flynn la toisa de la tête au pied d'un regard évaluateur. « Oh, quelle charmante jeune fille! Et si jeune! D'où venez-vous, ma chère? »« Du Missouri, » répondit brièvement Clara. « Comment vous êtes-vous, vous retrouvé ici? Je cherchais du travail. Monsieur Hayes a eu la gentillesse de m'engager. Je vois. Et avez-vous de la famille? » Clara hésita un instant, et Nicolas vit la douleur dans ses yeux. Mais elle se ressaisit. « Non, madame. Je suis seule. » Madame Flynn plissa les yeux, flairant manifestement quelque chose d'intéressant. Mais Clara restait assurée, ne révélant rien de plus. Finalement, la commère abandonna. Côte 138. Nicolas retint un sourire. La nièce de Madame Flynn, Lydia, était l'une de ces demoiselles qui tentaient avec insistance d'attirer son attention. Il prit poliment congé de Madame Flynn et la raccompagna à son chariot. Quand elle fut partie, Clara expira. « Quote 139 » dit-elle doucement. Côte 141, Clara le regarda. Côte 112, Nicolas haussa les épaules. Côte 141, demanda Clara, une curiosité sincère dans la voix. Nicolas réfléchit. Pourquoi? Parce que toutes ces jeunes femmes le voyaient comme un bon parti et non comme un homme. Parce qu'aucune d'entre elles ne lui avait fait ressentir quelque chose de vrai. Côte 144, répondit-il honnêtement. Clara hocha la tête. Comme si elle comprenait. Côte 145. Nicolas la regarda, cette migrante aux pieds nus qui, en une seule journée, avait bouleversé sa vie bien rangée. Et il se dit qu'il avait peut-être déjà trouvé une telle jeune femme. Seulement, elle ne le savait pas. Et lui-même commençait à peine à le comprendre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Clara au ranch. Pendant ce temps, elle était devenue une partie si indispensable de la vie ici que Nicolas ne pouvait plus imaginer comment il avait fait sans elle. La maison était transformée, tout était propre, les repas étaient prêts à l'heure et délicieux, le linge était lavé et repassé, et la bibliothèque brillait de propreté. Les ouvriers adoraient Clara pour sa cuisine et parce qu'elle ne les regardait jamais de haut. Elle leur parlait, plaisantait, se souvenait de leurs noms et de leurs histoires. Nicolas observait tout cela de loin et sentait quelque chose changer en lui. Il commença à remarquer des détails qui lui avaient échappé auparavant. La façon dont Clara se mordait la lèvre inférieure en pétrissant la pâte. Comment elle rajustait une mèche de cheveux rebelle en travaillant près du fourneau. Comment ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle lisait sur le porche le soir. Comment elle riait, rarement, mais sincèrement, lorsque Mac racontait ses histoires absurdes du passé. Il se mit à chercher des prétextes pour être près d'elle. Il passait à la cuisine sous prétexte de vérifier les réserves. Il s'asseyait dans la bibliothèque, soi-disant pour lire, mais en réalité pour l'écouter fredonner en époussetant les étagères. Il s'attardait sur le porche le soir,
espérant qu'elle sortirait avec un autre livre. Et elle sortait. Elle s'asseyait à son bout de banc, ouvrait son livre et lisait. Parfois, il parlait de livres, du temps, du travail au ranch. Parfois, il restait en silencieux, profitant simplement de la présence de l'autre. Nicolas comprenait que Clara gardait ses distances. Elle était polie, même l'amicale, mais ne franchissait jamais une ligne invisible. Pour elle, il était le patron, et elle, l'employé. Et elle respectait cette règle scrupuleusement. Mais un jour, tout changea. C'était un samedi, jour de marché en ville. Nicolas s'y était rendu pour affaires. Il devait rencontrer un fournisseur de fourrage et acheter quelques articles pour la maison. Clara lui avait demandé de rapporter du tissu. Elle voulait se coudre une nouvelle robe et réparer les vêtements de travail de certains ouvriers. La ville était bondée. Les fermiers vendaient leurs légumes, les marchands vantaient leurs produits, les enfants couraient entre les chariots. Nicolas termina ses négociations et se dirigea vers le magasin de tissus quand il entendit une voix familière. « Nicolas! Nicolas Hayes !» Il se retourna et vit Lydia Flynn, la nièce de la commère locale. Une jeune femme d'environ 23 ans, dans une jolie robe à dentelle et un chapeau à ruban. À ses côtés, sa tante, Madame Flynn, arborait un sourire triomphant. « Code 147 » s'exclama Lydia en courant vers lui. « Nous parlions justement de vous avec ma tante. Il y a si longtemps que vous n'êtes pas passé prendre le thé. » Nicolas hocha poliment la tête. « Bonjour, mademoiselle Flynn. Oui, j'ai été très occupé au ranch. »« Oh, nous comprenons, bien sûr. Les affaires. » Lydia le prit familièrement par le bras, et Nicolas se retint à grand-peine de s'écarter. « Que ton sein sans qu'un... » Elle le regardait de bas en haut, battant des cils. Nicolas connaissait ce regard. Il l'avait vu des centaines de fois chez d'autres jeunes femmes. Le regard d'une fille qui voit un bon parti et est prête à user de tous ses charmes pour le conquérir. « Je vous remercie de l'invitation, mademoiselle Flynn, mais je serai pris, » répondit-il sobrement. « Oh, quel dommage !» Lydia fit la moue. « Alors, peut-être dimanche prochain ou la semaine suivante. Je veux absolument vous montrer le nouvel album de dessin qu'on m'a rapporté de Boston. » Nicolas voulait refuser poliment, mais Madame Flynn intervint. « Monsieur Hayes, ne pouvez-vous vraiment pas accorder un peu de temps à une si charmante jeune femme ? Lydia fait tant d'efforts. Elle a même appris à jouer du piano spécialement pour vous. Vous souvenez-vous avoir mentionné un jour que vous aimiez la musique ?» Nicolas ne se souvenait pas d'avoir jamais mentionné cela en présence de Madame Flynn, mais il était inutile de discuter. Il comprenait que ces deux femmes étaient sérieuses. Elle voulait le marier à Lydia à tout prix. « Code 56 » dit-il en se dégageant doucement du bras de Lydia. « Code 56 » Il partit sans se retourner, mais il sentait leur regard sur lui. Après avoir acheté les tissus et le reste, Nicolas repartit vers le ranch. Tout le long du chemin, une pensée le hantait. Voilà la fiancée idéale du point de vue de la société. De bonne famille, bien élevée, sachant se tenir. Mais quand il imaginait Lydia Flynn en maîtresse de sa maison, quelque chose se serrait en lui. Il ne pouvait pas l'imaginer à table dans la cuisine, parlant avec les ouvriers. Il ne pouvait pas l'imaginer lisant sur le porche le soir. Il ne pouvait pas imaginer se réveiller avec l'odeur de ses crêpes. À la place de Lydia, il imaginait Clara, et cela l'effrayait. Quand il revint au ranch, le soleil déclinait déjà. Nicolas donna les achats à Clara et se rendit à son bureau avec l'intention de travailler sur ses papiers. Mais il ne parvenait pas à se concentrer. Ses pensées revenaient sans cesse à sa rencontre en ville, à Lydia Flynn, à ce qu'on attendait d'un homme de sa position. Il devait se marier, c'était raisonnable. La maison avait besoin d'une maîtresse, le ranch d'héritier. Mais pourquoi l'idée d'épouser quelqu'un comme Lydia ne provoquait-elle en lui que de l'agacement? On frappa à la porte, interrompant ses réflexions. La porte s'ouvrit sur Clara.
Elle tenait un plateau avec son dîner. « Pardon de vous déranger, monsieur Hayes, vous n'êtes pas venu dîner et j'ai pensé que vous aviez faim. » Nicolas regarda le plateau. Poulet rôti, légumes, pain frais et un verre d'eau sour. Simple, mais appétissant. Côte 60. Clara posa le plateau et s'apprêtait à partir. Mais Nicolas la retint. « Attendez, asseyez-vous une minute. » Elle haussa les sourcils, surprise, mais obéit, s'asseyant sur le bord d'une chaise en face de son bureau. « Quelque chose ne va pas, monsieur Hayes ?» Nicolas s'adossa à son fauteuil, observant son visage. Elle avait l'air fatiguée, toute la journée debout, la cuisine, le ménage, la lessive. Mais ses yeux étaient vifs, attentifs. « Mademoiselle Jones, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Avez-vous déjà pensé au mariage ?» Clara fut déconcertée. C'était la dernière question à laquelle elle s'attendait. « J'y ai pensé, quand j'étais plus jeune, mais la vie en a décidé autrement. Nous déménagions constamment cherchant une meilleure terre. Il n'y avait pas de temps pour les fréquentations. Et maintenant, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que quelqu'un voudrait épouser une jeune femme sans famille et sans dot. »« Vous vous trompez, » dit doucement Nicolas. « N'importe quel homme censé verrait en vous une excellente épouse. Vous êtes intelligente, travailleuse, honnête. Vous savez créer un foyer et prendre soin des gens. Cela vaut plus que n'importe quelle dot. » Clara rougit et baissa les yeux. « Vous êtes trop bon avec moi, monsieur Hayes. Je ne fais que dire la vérité. » Ils se turent. L'air entre eux semblait s'épaissir, chargé de non-dits. Nicolas sentait son cœur battre plus vite. Il voulait lui en dire plus. Il voulait avouer qu'elle était devenue pour lui bien plus qu'une simple employée. Qu'il pensait à elle constamment, que sa présence avait fait de sa maison un véritable foyer pour la première fois depuis des années. Mais il ne pouvait pas. La différence de leurs conditions était trop grande. Il était un riche propriétaire de ranch, elle une pauvre migrante sans le sou. S'il lui parlait de ses sentiments, elle pourrait penser qu'il abusait de son pouvoir, ou qu'il attendait d'elle quelque chose d'inconvenant. « Pourquoi demandez-vous cela ?» demanda doucement Clara. Nicolas hésita, puis il se décida à dire une demi-vérité. « Aujourd'hui, en ville, j'ai rencontré mademoiselle Lydia Flynn. Elle et sa tante ont de nouveau parlé de mariage. Cela m'a fait réfléchir à ce que je veux vraiment. »« Et que voulez-vous » Nicolas la regarda droit dans les yeux. « Je veux une épouse qui m'aimera moi, et non mon argent. Une épouse avec qui je pourrai parler le soir, et pas seulement échanger des politesses au dîner. Une épouse qui rendra cette maison vivante, et non un musée. Mais je commence à penser que de telles femmes n'existent pas. Du moins pas dans le cercle où l'on me cherche. » Clara hocha lentement la tête. « Elles existent, monsieur Hayes. Vous ne cherchez simplement pas au bon endroit. Vous cherchez parmi celles qui sont habituées à la richesse. Mais il vous faut une femme qui connaît la valeur du travail et des joies simples, qui sera reconnaissante pour ce que vous avez, au lieu d'en exiger toujours plus. »« Vous avez raison, » répondit-il doucement. « Mais où trouver une telle femme ?» Clara se leva et quelque chose qui ressemblait à de la douleur traversa son visage. « Je ne sais pas, monsieur Hayes, mais quand vous la trouverez, ne la laissez pas partir. De telles femmes sont rares. » Elle sortit, refermant doucement la porte. Nicolas resta seul, fixant la porte fermée. Il aurait voulu lui crier « Je l'ai déjà trouvée, c'est toi !» Mais il ne pouvait pas. Parce qu'il avait peur. Peur que s'il avouait, il perdrait même le peu de proximité qu'il y avait entre eux. Le lendemain, Nicolas décida de faire le tour des pâturages éloignés. Il devait vérifier l'état des clôtures et compter le bétail. D'habitude, il emmenait Boyd ou l'un des ouvriers, les plus âgés. Mais cette fois, il décida d'y aller seul. Il avait besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ses sentiments. Il scellait boulette quand il entendit la voix de Clara. « Monsieur Hayes, puis-je venir avec vous ?» Nicolas se retourna.
Clara se tenait près de l'écurie, vêtue d'une jupe et d'une blouse simple, les cheveux tressés. « Cotte, s'étonna-t-il. « Oui, mon père m'a appris. Je n'ai pas monté depuis plusieurs mois, mais ça ne s'oublie pas. C'est juste que j'aimerais sortir d'ici un moment. Je passe tout mon temps dans la maison ou à proximité. J'ai envie de voir les grands espaces. » Nicolas hésita. Partir tous les deux vers les pâturages éloignés signifiait passer plusieurs heures seuls ensemble. C'était risqué. Mais il ne pouvait pas lui refuser. Pas quand elle le regardait avec tant d'espoir dans les yeux. « Très bien. Demandez à Mac de sceller Rosie pour vous. C'est une jument calme, elle vous conviendra. » Une demi-heure plus tard, ils chevauchaient à travers les terres du ranch. Clara était bien en selle, même s'il était visible qu'elle n'avait pas monté depuis longtemps. Nicolas retenait Bulette pour ne pas la distancer et observait un sourire s'épanouir sur son visage. « J'avais oublié à quel point c'est merveilleux, » dit-elle en contemplant les paysages environnants. « Juste chevaucher et sentir le vent, voir l'horizon. Ça vous a manqué ? Énormément. Quand nous voyagions avec ma famille, je passais beaucoup de temps à cheval. C'était ma liberté, une façon d'échapper aux soucis, ne serait-ce qu'un instant. » Ils chevauchèrent en silence, savourant le calme ambiant. Nicolas lui montrait différents coins du ranch, ses endroits préférés de son enfance, les collines offrant la meilleure vue, le ruisseau où l'on trouvait de la truite. Clara écoutait attentivement, posait des questions, riait de ses récits de jeunesse. Ils s'arrêtèrent net près d'un grand chêne au sommet d'une colline. De là, on voyait tout le ranch, la maison, les écuries, les enclos, les pâturages s'étendant jusqu'à l'horizon. Nicolas mit pied à terre et aida Clara à descendre. Sa main dans la sienne était chaude et confiante. Ils s'assirent à l'ombre de l'arbre, et Nicolas sortit de sa sacoche de sel de quoi manger. Du pain, du fromage, des pommes, une gourde d'air. Ils grignotèrent en regardant les vastes étendues en contrebas. « Que t'en sais-tu là ?» dit doucement Clara. « Que t'en sais-tu en ma passé, que t'en sais-tu ?» raconta Nicolas. « Côte-toi en tuant, côte-toi en tous, côte-toi en un trait. » Clara posa une main sur son épaule, un contact léger, plein de compassion. « Côte-en-écate, Nicolas. » Regarda sa main sur son épaule. Un geste si simple, mais qui le réchauffait plus que le soleil. Il recouvrit sa main de la sienne. Ils restèrent ainsi, se tenant la main. Et Nicolas sentit quelque chose se briser en lui. Tous ces murs qu'il avait construits pendant des années s'effondraient sous son contact. Il se tourna vers elle, et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, il vit la même chose que ce qu'il ressentait. De l'affection, de la chaleur, quelque chose de plus que de l'amitié. « Clara », murmura-t-il, et c'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Quand on s'en entendu, elle ne s'écarta pas, ne retira pas sa main. Elle le regardait simplement, attendant. « C'est pas ces 3 semaines m'ont changé. Tu m'as changé. Pour la première fois depuis des années, je me réveille en attendant quelque chose. J'attends de te voir, d'entendre ta voix, de savoir simplement que tu es là. Je sais que ce n'est pas correct. Je suis ton patron. Tu es mon employé. Un gouffre nous sépare en termes de position et de richesse. Mais je ne peux plus me taire. Tu n'es pas seulement devenu une partie de ma vie. Tu es devenu la raison pour laquelle cette vie a de nouveau un sens. » Clara se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis de surprise, de peur et d'autres choses encore. D'espoir. « Côte 200, se corrigea-t-elle doucement. « Côte 201. » Nicolas serra sa main plus fort. « Côte 200. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Clara, et elle se détourna. « Côte 200, côte Tokia, » dit fermement Nicolas. « Côte 200. »
Il l'attira à lui, et Clara ne résista pas. Elle se blottit contre son épaule, et il l'enlaça, la sentant trembler. Ils restèrent ainsi longtemps, sous le vieux chêne, à contempler les terres du ranch. Les mots n'étaient plus nécessaires. Il y avait entre eux une compréhension, encore fragile, nouvelle, mais réelle. Quand ils rentrèrent au ranch, la nuit tombait. Nicolas aida Clara à descendre de cheval, et leurs mains s'attardèrent un peu plus longtemps que nécessaire. Boyd sortit de l'écurie et les regarda avec curiosité, mais ne dit rien. Le soir, Clara, comme d'habitude, sortit sur le porche avec un livre. Mais cette fois, elle ne s'assit pas à l'extrémité du banc, mais plus près de Nicolas. Ils lisaient, chacun son livre, mais de temps en temps, leurs regards se croisaient, et à ces instants, une étincelle passait entre eux, invisible, mais palpable. Nicolas savait que des difficultés les attendaient. Les gens parleraient. Madame Flynn répandrait des commérages. Lydia et ses semblables seraient indignés, mais cela lui était égal, parce que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé une femme qui le regardait lui et non sa richesse. Une femme qui aimait sa maison non parce qu'elle était luxueuse, mais parce qu'elle avait su la rendre vivante. Une femme qui lui avait fait croire que le bonheur était possible. Et il était prêt à se battre pour ce bonheur, quoi qu'il en coûte. Après cette journée sous le chêne, quelque chose changea entre Nicolas et Clara. Ils n'en parlaient pas ouvertement, ne se faisaient aucune promesse, mais une proximité s'installa entre eux, impossible à ignorer. Nicolas s'attardait plus souvent dans la cuisine, la regardant préparer les repas. Clara s'autorisait à lui sourire plus souvent, sans cacher ce sourire derrière un masque de réserve. Le soir, ils s'asseyaient côte à côte sur le porche, et la distance entre eux diminuait de jour en jour, jusqu'à ce que leurs épaules se touchent. Les ouvriers remarquèrent le changement. Nicolas voyait Mac échanger des regards avec les autres quand il entrait dans la cuisine. Il voyait Boyd froncer les sourcils en le regardant et déclara apporter un lourd seau d'eau. Mais personne ne disait rien, du moins pas en face. 2 autres semaines passèrent. Nicolas ne précipitait rien, laissant à Clara le temps de s'habituer à ses nouveaux sentiments. Il comprenait que c'était effrayant pour elle de s'attacher à quelqu'un après avoir perdu toute sa famille, effrayant d'espérer que le bonheur soit possible. Effrayant de croire que quelqu'un puisse l'aimer non par pitié, mais sincèrement. Mais un matin, tout bascula. Nicolas fut réveillé par des coups à sa porte. C'était le petit matin, le soleil venait à peine de se lever. Il enfila une chemise et ouvrit. Sur le seuil se tenait Boyd, le visage sombre. Côte de 6, Nicolas fronça les sourcils. Côte de 7. Boyd se balançait maladroitement d'un pied sur l'autre. Côte de 8. Nicolas sentit la colère monter en lui. Côte de 109. Côte de 110, Nicolas serra les poings. Il savait que cela arriverait tôt ou tard. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si douloureux. Non pas pour lui, mais pour Clara. Elle ne méritait pas ces commérages, ce mépris. Merci de m'avoir prévenu, Boyd. Je vais m'en occuper. Le contremaître hocha la tête et partit. Nicolas s'habilla et descendit. Dans la cuisine, Clara préparait le petit déjeuner en fredonnant doucement. Elle se retourna en entendant ses pas et sourit. Que ton 12. Il s'approcha et Clara remarqua immédiatement l'expression de son visage. Que te totra. Nicolas ne voulait pas l'accabler avec ça, mais il savait qu'il devait être honnête. Côte de certains, Clara pâlit. Elle laissa tomber la louche avec laquelle elle remuait la bouillie et s'appuya contre la table. Quel genre de rumeur qu'il y a quelque chose entre nous, que c'est indécent, que je profite de ta situation. Clara ferma les yeux, et Nicolas vit ses épaules se raidir. Quand elle rouvrit les yeux, ils étaient emplis de douleur. Je le savais, je t'avais dit que ça arriverait.
que les gens parleraient. Je dois partir, Nicolas. C'est le seul moyen d'arrêter les rumeurs. Non, dit-il fermement en s'approchant. Quote 19, quote 227, quote 25, l'interrompit-il. Une seule chose m'importe, toi. Et je ne laisserai personne, pas même Madame Flynn, détruire ce qu'il y a entre nous. Clara le regardait. La peur et l'espoir se livrant bataille dans ses yeux. Côte 23. Nicolas prit ses mains dans les siennes. Côte 24. Elle tressaillit comme s'il l'avait frappée. Côte 25. Côte 26. Des larmes coulèrent sur les joues de Clara, et elle tenta de libérer ses mains, mais Nicolas la tenait fermement. Côte 27. Côte Via ricana amèrement Nicolas. Côte 229. Clara cinglota. Côte 231. Côte 230. Il l'attira à lui, l'enlaça, la sentant trembler. Ils restèrent ainsi quelques minutes, jusqu'à ce que Clara se calme. Puis elle s'écarta et le regarda dans les yeux. Cotontonos cototos. Clara prit une profonde inspiration, essuya ses larmes et hocha lentement la tête. Cototontrosa. Nicolas sentit une chaleur l'envahir. Il se pencha et l'embrassa, doucement, tendrement, comme si elle était fragile et précieuse. Clara répondit à son baiser, passant ses bras autour de son cou. C'était leur premier baiser, et il contenait tout, l'espoir, la peur, l'amour et la promesse d'un avenir. Quand ils se séparèrent, Nicolas appuya son front contre le sien. Clara hocha la tête, un timide sourire aux lèvres. Le lendemain, ils se rendirent en temps ville. Nicolas avait délibérément pris un chariot ouvert pour que tout le monde les voie ensemble. Clara était assise à côté de lui, dans sa meilleure robe, toujours la même en coton, mais propre et repassée. Il tenait les rênes d'une main et de l'autre. Il couvrait la main de Clara posée sur ses genoux. Quand ils entrèrent dans la rue principale, les gens se retournèrent. Nicolas voyait les femmes chuchoter, la main devant la bouche, les hommes froncer les sourcils, secouant la tête. Mais cela lui était égal. Il emmenait Clara à l'église, et personne ne l'arrêterait. Ils trouvèrent l'Ovévian Shinhandlavorche au révérend Wilson, un prêtre âgé qui officiait dans l'église locale depuis 30 ans. Nicolas lui expliqua la situation, et le prêtre les regarda attentivement. D'abord lui, puis Clara. Il hésita, cherchant ses mots. Répondit fermement Nicolas. Le prêtre se tourna vers Clara. Clara se redressa, et sa voix ne trahissait aucune hésitation. Le prêtre hocha la tête, satisfait de la réponse. Côte 36, côte 37. Fronça les sourcils, Nicolas. Côte 38. Nicolas regarda Clara, et elle hocha la tête. Ils acceptèrent. En sortant de l'église, ils tombèrent sur Madame Flynn et Lydia. Les deux femmes se tenaient près de leur chariot, les attendant manifestement. « Monsieur Hayes !» s'exclama Madame Flynn en s'avançant. « Est-il vrai que vous comptez épouser cette Mademoiselle Jones ?»« C'est la vérité, » répondit calmement Nicolas. « Et je vous serais reconnaissant de cesser de répandre des commérages sur ma fiancée. »« Des commérages ?» s'indigna Madame Flynn. Lydia Flynn regardait Clara avec une colère à peine dissimulée. Cote 255. Clara tressaillit et Nicolas sentit la fureur monter en lui. Cote 256. Madame Flynn pâlit et Lydia devint écarlate. Cote 257. Siffla Lydia. Cote 258. Clara soupira doucement et Nicolas comprit que ces mots la blessaient plus qu'elle ne le montrait. Il lui prit la main. « Allons-y, Clara. Nous n'avons rien à dire à ces gens. » Ils montèrent dans le chariot et partirent.
laissant Madame Flynn et Lydia plantées dans la rue. Nicolas sentait Clara trembler à côté de lui. « Ne les écoute pas, dit-il doucement. Elles sont juste en colère de ne pas avoir eu ce qu'elles voulaient. Mais elles ont raison sur un point, murmura Clara. Je ne peux vraiment rien t'apporter. Aucune position dans la société. Juste des problèmes et des commérages. Nicolas arrêta le chariot, se tourna vers elle et lui prit le visage entre ses mains. Clara, écoute-moi bien. Tu m'apportes ce que j'ai cherché toute ma vie. L'amour, l'honnêteté, un foyer où l'on a envie de rentrer. Cela vaut plus que tout l'argent et toutes les relations du monde. Et si certains ne le comprennent pas, c'est eux que je plains, pas nous. Clara le regarda, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin, mais de gratitude. « Côte de sang, murmura-t-elle. Côte du sang, répondit-il avant de l'embrasser, à nouveau au milieu de la route, sans se soucier des chariots qui passaient ni des regards curieux. Les 2 semaines suivantes furent étranges. Nicolas annonça le mariage aux ouvriers, et les réactions furent mitigées. Les plus anciens, ceux qui le connaissaient depuis des années, le félicitèrent sincèrement. Mac lui donna même une tape sur l'épaule en disant « Côte 267 ». Mais certains jeunes ouvriers le regardaient avec méfiance. Ils avaient entendu les rumeurs en ville et n'étaient pas sûrs que leur patron prenait la bonne décision. Clara tenait bon, mais Nicolas voyait à quel point c'était difficile pour elle. Elle continuait de travailler, cuisiner, nettoyer, s'occuper de la maison. Mais le soir, lorsqu'ils étaient assis sur le porche, il remarquait la fatigue dans ses yeux. Pas une fatigue physique, mais morale. La fatigue de devoir constamment se battre, de devoir prouver sa valeur. Un soir, une semaine avant le mariage, Nicolas la trouva dans la bibliothèque. Elle était assise dans un fauteuil, un livre sur les genoux, mais elle ne lisait pas. Elle regardait par la fenêtre, une expression pensive sur le visage. Côte du 68. Demanda-t-il en s'asseyant près d'elle. Clara se tourna vers lui. Côte de mon Nicolas lui prit la main. Côte 270, côte 271. Nicolas l'attira plus près, passant un bras autour de ses épaules. Alors leur opinion ne nous importera pas. Nous nous aurons l'un l'autre, et ce sera suffisant. Clara, je ne vais pas vivre en me souciant de ce que les autres diront. J'ai passé trop d'années à essayer de répondre à leurs attentes. Être un bon fils, un bon patron de ranch, un bon parti. Mais ça ne m'a pas rendu heureux. C'est toi qui m'as rendu heureux. Et je ne renoncerai à ce bonheur pour rien au monde. Clara se blottit contre lui, et ils restèrent ainsi longtemps, écoutant le vent bruire à l'extérieur. Nicolas lui caressait les cheveux, sentant leur douceur sous ses doigts. Il pensait à la façon dont sa vie avait changé au cours des 2 derniers mois. Comment cette jeune femme aux pieds nus avait fait irruption et tout chamboulé. Et combien il en était reconnaissant au destin. « Quote 913 » dit doucement Clara. « Quote 270 quote 15 » répondit-il fermement. « Que t'est-il » et Clara leva les yeux vers lui et hocha la tête. « Que t'en est » Ils s'embrassèrent et dans ce baiser, il y avait une promesse. La promesse d'être là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. La promesse de construire une vie ensemble, malgré les commérages et la condamnation. La promesse de s'aimer d'un amour vrai, qui ne dépend ni de l'argent, ni de la position sociale. La veille du mariage, Nicolas se rendit de nouveau en ville. Il devait récupérer les alliances qu'il avait commandées chez le bijoutier. De simples anneaux en or sans fioriture, comme le voulait Clara. Elle avait refusé les pierres précieuses, disant que c'était trop cher et inutile. Nicolas n'avait pas discuté. Il comprenait que pour elle, ce n'était pas la valeur de l'anneau qui comptait, mais sa signification. En rentrant, il remarqua sur le bord de la route une vieille femme dont le chariot était enlisé dans la boue après une pluie récente. Nicolas s'arrêta et l'aida à dégager la roue. La femme le remercia, et ils engagèrent la conversation. « Vous êtes
Bien ce Nicolas Hayes qui épouse la migrante » demanda-t-elle. Nicolas hocha la tête avec méfiance. « Oui. Comment le savez-vous ? Tout le comté en parle, jeune homme. Certains condamnent, d'autres admirent. Et moi je me demande, pourquoi le faites-vous ? Par amour ou par noblesse ?» Nicolas réfléchit. C'était une bonne question. Il avait sauvé Clara par noblesse, lui avait donné du travail par compassion, mais il l'épousait. Il l'épousait uniquement par amour. « Que te concadana » répondit-il honnêtement. « Que te concadana » La vieille femme sourit. « Que te dota » Nicolas la remercia et poursuivit sa route. Les paroles de la vieille femme lui restèrent en tête. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que la meilleure vengeance était simplement d'être heureux. Quand il revint au ranch, Clara l'attendait sur le porche. Elle avait l'air agité. « Nicolas, un colis est arrivé ? De San Francisco. Il y a une robe de mariée. » Il sourit. Il l'avait commandée 2 semaines plus tôt, en secret, et avait demandé une livraison accélérée. La robe était simple mais magnifique, en satin blanc avec des empiècements de dentelle et une longue jupe. Exactement le genre de robe qui, pensait-il, plairait à Clara. « Que te cinq, dit-il. « Que te consenticus ?» Clara prit la boîte et se retira dans sa chambre. Nicolas attendit sur le porche, nerveux. Et si la robe ne lui allait pas ? Et si elle ne lui plaisait pas ? Une demi-heure plus tard, demi-heure plus tard. Elle sortit et Nicolas eut le souffle coupé. La robe lui allait à la perfection, soulignant sa silhouette élancée. Elle avait détaché ses cheveux, qui tombaient un temps vagues sur ses épaules. Elle ressemblait à une princesse de conte de fées, tout en conservant cette simplicité et ce naturel qu'il aimait tant en elle. « Alors ?» demanda timidement Clara en se tournant. « Magnifique !» répondit Nicolas d'une voix rauque. « Cotos satus !» Clara rougit et sourit, de ce sourire qui réchauffait son cœur. « Côte de 140 » Il s'approcha d'elle, lui prit les mains. « Côte de 191 qui, côte de 192 pays, murmura-t-elle. Côte de 193. Ils restèrent sur le porche, se tenant par la main, regardant le coucher du soleil. Demain commencerait leur nouvelle vie, une vie pleine de défis et de difficultés, mais aussi pleine d'amour et d'espoir. Et Nicolas savait qu'ils y arriveraient, ensemble. Le jour du mariage fut radieux. Nicolas se réveilla tôt, avant l'aube, et ne put se rendormir. Il resta allongé, écoutant le ranch s'éveiller, le hennissement des chevaux, les voix des ouvriers, le craquement du plancher dans la maison. Aujourd'hui, sa vie allait changer pour toujours. Aujourd'hui, Clara Jones deviendrait Clara Hayes. Il se leva, enfila son plus beau costume, un bleu marine qu'il gardait pour les grandes occasions. Il se rasa de plus près que d'habitude, se coiffa, attacha les boutons de manchette hérités de son père. En regardant son reflet dans le miroir, Nicolas remarqua avec surprise qu'il paraissait plus jeune, comme si le fardeau qu'il portait depuis toutes ces années s'était allégé. En bas, il vit que Boyd avait déjà attelé le meilleur chariot et l'avait décoré de rubans blancs. Quelques ouvriers se tenaient près de l'écurie, vêtus de chemises et de gilets propres. Max approcha le premier et lui tendit la main. « Félicitations, patron, c'est un grand jour. »« Merci, Mac. Vous venez tous avec nous ?»« Bien sûr. On ne manquerait ça pour rien au monde. Mademoiselle Clara est une femme bien. Vous faites le bon choix. » Nicolas serra la main des autres ouvriers. Tous n'approuvaient pas sa décision. Mais ceux qui étaient venus aujourd'hui étaient clairement de son côté. C'était important de savoir qu'ils avaient leur soutien. Clara sortit de la maison et tout le monde se tut. Elle portait la robe blanche, ses cheveux coiffés simplement mais avec élégance, et tenait un petit bouquet de fleurs des champs qu'elle avait cueillies elle-même la veille. Un sourire timide flottait sur ses lèvres, mais ses yeux brillaient. Nicolas s'approcha d'elle et lui tendit la main. « Côte ton sœur, côte dite. »
répondit fermement Clara. Ils montèrent dans le chariot. Et Nicolas prit les rênes. Derrière eux suivaient les ouvriers, dans 2 autres chariots. La petite procession se mit en route vers la ville. En chemin, Clara resta silencieuse, serrant son bouquet. Nicolas sentait sa nervosité et couvrit sa main de la sienne. « Côte-Dieu », dit-il doucement. « Côte 300, ça. » Clara hocha la tête sans répondre. Nicolas comprenait sa peur. Elle allait vers l'inconnu, dans un monde qui lui était étranger. Elle devenait l'épouse d'un riche propriétaire de ranch, sachant que beaucoup condamnaient ce mariage. Lorsqu'ils arrivèrent à l'église, Nicolas vit qu'elle n'était pas vide. Des gens se tenaient à l'entrée, bien plus qu'ils ne s'y attendaient. Des marchands, des fermiers, des propriétaires de ranch voisins, des habitants de la ville. Certains étaient venus par curiosité, d'autres pour soutenir, d'autres pour juger. Mais ils étaient tous là. Madame Flynn se tenait au premier rang, vêtue de noir comme pour un enterrement. À ses côtés, Lydia affichait une mine renfrognée. Mais il y avait aussi d'autres visages. La vieille femme que Nicolas avait sortie de la boue. Le docteur Francis, plusieurs familles de fermiers qui avaient contracté des prêts à la Banque du Temps, où Nicolas gérait encore les affaires de son père. Nicolas aida Clara à descendre du chariot, et ils entrèrent ensemble dans l'église. L'intérieur était frais et silencieux. Le révérend Wilson les attendait près de l'autel, une Bible à la main. La cérémonie fut simple. Nicolas et Clara se tenaient devant l'autel, se tenant par la main, et répétaient les vœux après le prêtre. La voix de Nicolas était ferme et assurée. Celle de Clara tremblait au début, mais s'affermit à chaque mot. « Côte 3, non, côte 3 », dit Nicolas, regardant Clara dans les yeux. « Côte 3, », murmura Clara, des larmes brillant dans ses yeux. Nicolas lui passa l'alliance en or au doigt, et elle fit de même. De simples anneaux, sans ornement, mais lourds de toutes les promesses faites. « Je vous déclare mari et femme », prononça solennellement le révérend Wilson. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Nicolas se pencha et embrassa Clara. Lentement, tendrement, sans se soucier des gens autour. C'était leur moment, leur promesse l'un à l'autre. Quand ils sortirent de l'église, un petit groupe de personnes applaudit. Les ouvriers du ranch, quelques fermiers, la vieille femme, le docteur, mais la plupart restaient silencieux, observant simplement. Madame Flynn tourna les talons et partit sans un mot. Lydia la suivit, jetant un regard méprisant à Clara. Nicolas sentit Clara se raidir à ses côtés. « N'y fais pas attention, » murmura-t-il. « Ils n'ont pas d'importance. » Max approcha d'eux, un large sourire aux lèvres. « Félicitations, patron. Et à vous, Madame Hayes, » dit-il en prononçant avec un plaisir particulier le nouveau nom de Clara. « Nous avons organisé une petite fête au ranch. Rien de spécial, mais ça vient du cœur. » Clara lui sourit avec gratitude. « Merci, Mac, c'est très gentil. » Ils retournèrent au ranch, où les ouvriers avaient en effet préparé une surprise. Une longue table était dressée avec de la nourriture. Viande rôtie, pommes de terre, légumes, tartes. Quelqu'un avait apporté une guitare et jouait une mélodie joyeuse. C'était modeste comparé aux riches mariages organisés dans le comté, mais c'était sincère. Nicolas et Clara s'assirent en bout de table, et les ouvriers vinrent les féliciter à tour de rôle. Certains serraient la main, d'autres embrassaient Clara, d'autres portèrent des toasts. Il était évident que beaucoup d'entre eux l'avaient adoptée au fil des semaines. Elle avait été bonne avec eux, respectueuse, ne se plaçant jamais au-dessus d'eux. La fête dura jusqu'au soir. Nicolas remarqua que Clara se détendait peu à peu, qu'un vrai sourire apparaissait sur son visage. Elle riait des blagues de Mac, dansait avec Boyd quand il l'invita timidement, parlait avec les épouses des ouvriers. Elle n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre, ne jouait pas la grande dame. Elle était simplement elle-même. Et les gens appréciaient cela. À la nuit tombée,
Les ouvriers commencèrent à partir. Mac fut le dernier à prendre congé. « Patron, je veux vous dire quelque chose, » dit-il en titubant légèrement à cause du whisky. « Je travaille ici depuis 20 ans. Je vous ai vu grandir, devenir le maître après la mort de votre père. Vous avez toujours été un homme bon, juste, honnête. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je vous ai vu vraiment heureux. Prenez soin de cette femme, patron. Elle vaut plus que tout l'or du monde. Je sais, Mac, promis. » Ils restèrent North seuls, Nicolas et Clara. La maison était silencieuse. Seul le chant d'un oiseau de nuit se faisait entendre au loin. Nicolas prit la main de Clara. « Côte 315. » Ils montèrent au 2e étage. Nicolas ouvrit la porte de la chambre principale. Une grande pièce avec un large lit, une cheminée, des fauteuils près de la fenêtre. C'était sa chambre. Maintenant, c'était la leur. Clara entra et se figea, regardant autour d'elle. Sur son visage se lisait un mélange d'émotions. Excitation, timidité, bonheur. « Quête 360, dit-elle doucement. Côte 317. » Il s'approcha d'elle, la prit par les épaules. Clara se blottit contre lui, et ils restèrent ainsi, écoutant le crépitement du feu dans la cheminée. « Côte 300, murmura-t-elle. « Côte 30, côte 300. » Répondit Nicolas en l'embrassant sur la tempe. « C'est notre vie. Et nous allons la construire ensemble. » Les semaines suivantes furent à la fois étranges et merveilleuses. Clara s'habituait à son nouveau rôle. Elle n'était plus une simple employée. Elle était désormais la maîtresse de maison, l'épouse de Nicolas Hayes. Mais les changements ne furent pas faciles. Les ouvriers la traitaient avec respect, mais Nicolas remarquait que certains ne savaient pas comment se comporter. Avant, Clara cuisinait pour eux, nettoyait, lavait. Maintenant, Nicolas avait engagé 2 femmes de la ville pour aider aux tâches ménagères. Clara protesta, disant qu'elle s'en sortirait seule. Mais Nicolas insista. « Côté 311, dit-il fermement. Côté 31. » Mais Clara ne pouvait pas rester sans rien faire. Elle continuait de cuisiner, non par nécessité, mais par plaisir. Elle continuait de coudre et de réparer les vêtements. Elle continuait de s'occuper du jardin. Le travail faisait partie de sa nature, et Nicolas le comprenait. Le plus difficile fut avec la société. Après le mariage, quelques voisins vinrent leur rendre visite, par politesse ou par curiosité. Clara les recevait, s'efforçant d'être hospitalière. Mais Nicolas voyait son malaise. Elle ne connaissait pas les règles de la haute société, ne savait pas mener des conversations mondaines, ne comprenait pas les allusions et les sous-entendus. Un jour, Madame Holmes, l'épouse du propriétaire du ranch voisin, vint leur rendre visite. Une dame âgée à la langue acérée et au regard encore plus perçant. Elle s'assit dans le salon, inspecta les lieux et commença son interrogatoire. « Ma chère Madame Hayes, d'où êtes-vous originaire ?»« Du Missouri, Madame, » répondit calmement Clara. « Ah, le Missouri. Et que faisait votre famille ?»« Nous étions fermiers. Nous cultivions du maïs et élevions un peu de bétail. »« Je vois. Et votre éducation? Avez-vous été à l'école ? » ?»« Mon père m'a instruite à la maison. Je sais lire, écrire et compter. » Madame Holmes plissa les yeux. « À la maison, comme c'est pratique, et la musique, le français, la broderie ?» Clara pinça les lèvres. « Non, madame. Nous étions trop pauvres pour de telles activités. Je sais coudre des vêtements simples, cuisiner, tenir une maison. C'est tout ce qu'on m'a appris. Quel dommage !» Madame Holmes secoua la tête. La maîtresse d'une telle maison se doit de posséder certaines compétences. Savoir recevoir, organiser des bals, entretenir des conversations variées. J'espère que M. Hayes sait dans quoi il s'engage. Nicolas, qui avait écouté en silence, ne put se retenir. Madame Holmes, ma femme possède la qualité la plus importante. Un cœur bon et de l'honnêteté. Le reste peut s'apprendre si nécessaire. Mais la bonté et l'honnêteté ne s'achètent pas.
Madame Holmes renifla, mais cessa ses piques. Elle prit bientôt congé, visiblement déçue de n'avoir pas réussi à déstabiliser complètement Clara. Quand elle fut partie, Clara s'effondra sur le canapé, le visage entre les mains. « Je t'ai fait honte. Je ne connais pas toutes ces règles, je ne sais pas parler à ces gens. Madame Holmes a raison, je ne suis pas faite pour être la maîtresse de cette maison. » Nicolas s'assit à côté d'elle et l'enlaça. Côte 300, côte 300, côte 300. Clara leva les yeux vers lui et il y vit de la douleur. Côte 339, côte 340. Clara hocha lentement la tête, mais Nicolas voyait qu'elle doutait encore. Il lui fallait du temps pour croire en elle, en son droit d'être ici. Un mois après le mariage, un incident changea tout. Nicolas était parti dans le comté voisin pour affaires, afin de rencontrer des acheteurs de bétail. Le voyage devait durer 2 jours. Il ne voulait pas laisser Clara seule, mais n'avait pas le choix. « Tout ira bien », le rassura Clara. « Je m'en sortirai. Boyd et Stella, les ouvriers aussi. Ne t'inquiète pas. » Nicolas partit tôt le matin, et le soir même, un malheur frappa le ranch. L'un des jeunes ouvriers, un garçon nommé Jack, tomba de cheval et se cassa le bras. Boyd voulut immédiatement aller chercher le docteur en ville, mais son cheval boitait, et il était impossible d'y arriver rapidement. Clara ne perdit pas son sang-froid. Se souvenant comment sa mère soignait de telles blessures, elle prit les choses en main. Elle ordonna à quelques ouvriers d'apporter de l'eau chaude, des linges propres et des planchettes pour une attelle. Elle palpa doucement le bras de Jack, localisa la fracture et remit l'os en place avec précaution. Le garçon hurlait de douleur, mais Clara resta ferme, travaillant avec rapidité et assurance. Elle posa l'attelle, banda le bras et lui donna une teinture antidouleur trouvée dans la pharmacie. Au matin, quand le docteur Francis arriva enfin, il examina le bras et secoua la tête avec étonnement. Madame Taintos riait. Madame Hayes, vous avez fait un excellent travail. L'os est bien en place, l'attelle est parfaite. Où avez-vous appris cela? Ma mère m'a appris. Nous vivions loin des villes et devions souvent nous soigner nous-mêmes. Vous avez un talent. Si vous étiez un homme, je vous proposerais de devenir mon assistant. Clara sourit sans répondre. Mais les ouvriers la regardaient avec un nouveau respect. Elle n'était pas seulement la maîtresse de maison, l'épouse du patron. Elle était quelqu'un sur qui on pouvait compter dans les moments difficiles. Quand Nicolas revint le lendemain soir, Boyd lui raconta immédiatement ce qui s'était passé. « Patron, votre femme est une femme incroyable. Elle a sauvé le bras de Jack. Le docteur a dit que si elle n'avait pas remis l'os en place tout de suite, le garçon aurait pu rester infirme. Les gars sont maintenant prêts à se jeter au feu pour elle. » Nicolas trouva Clara dans le jardin. Elle arrosait les fleurs en fredonnant doucement. Il s'approcha par derrière et l'enlaça. « J'ai entendu dire qu'il y a eu du drame par ici. » Clara se retourna et sourit. Un petit peu. Jack est tombé, je l'ai aidé, rien de spécial. Boyd dit que tu lui as sauvé le bras. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Ma mère disait toujours qu'en cas d'urgence, il ne faut pas paniquer. Il faut réfléchir et agir. Nicolas la regarda avec admiration. Cette femme ne cessait de le surprendre. Elle était plus forte qu'elle n'en avait l'air, plus intelligente que les autres ne le pensaient, et plus bonne que la plupart des gens ne le méritaient. « Que te 300, dit-il doucement. Côté 350, côté 31, Clara rougit. Côté 30, côté 60. Clara se blottit contre lui et ils restèrent ainsi, écoutant les bruits du soir au ranch. Nicolas sentit que quelque chose s'était définitivement apaisé en lui. Il avait fait le bon choix. Clara n'était pas seulement une belle femme ou une bonne travailleuse. Elle était sa moitié, la personne qui le complétait, qui le rendait meilleur. La semaine suivante, ils se rendirent en ville pour faire des achats. Clara avait besoin de nouveaux tissus pour les rideaux et Nicolas d'outils,
pour réparer une clôture. Ils marchaient dans la rue principale, se tenant par la main quand une silhouette familière les interpella. « Madame Hayes !» C'était la vieille femme que Nicolas avait sortie de la boue avant le mariage. Clara s'arrêta et sourit. « Bonjour, madame. J'ai entendu dire que vous aviez aidé un jeune ouvrier au ranch, que vous lui aviez remis l'os en place. Le docteur Francis l'a raconté à tout le monde en ville. Vous êtes une brave, mon enfant. » « Merci, j'ai juste fait ce que je savais faire. » La vieille femme hocha la tête, puis regarda Nicolas. « Et vous, jeune homme, vous avez trouvé une vraie perle. Prenez-en soin. Des femmes comme la vôtre, il y en a peu. La beauté passe, la richesse peut se perdre. Mais un bon cœur et des mains habiles, c'est pour toujours. »« Je sais, » répondit Nicolas, en serrant la main de Clara. « Et j'en prends soin. » Ils prirent un congé de la vieille dame et continuèrent leur chemin. Plusieurs personnes les saluèrent. Certaines amicalement, d'autres avec retenue. Madame Flynn passa sans un mot, mais Nicolas remarqua que certaines femmes qui chuchotaient auparavant dans le dos de Clara la regardaient maintenant avec curiosité et même avec respect. L'histoire de la façon dont Clara avait sauvé le bras de l'ouvrier s'était répandue rapidement dans le comté, et les gens commencèrent à la voir différemment. Non plus comme une chasseuse de fortune, mais comme une femme de caractère et de compétence. Une femme qui n'avait pas peur de se salir les mains, qui pouvait aider en cas de besoin. Quand ils rentrèrent au ranch, Clara était pensive. « Côté de Ferrier ?» demanda Nicolas. « Côté Tours. » Nicolas arrêta le chariot et se tourna vers elle. « Côté Troisier. » Clara sourit, non plus timidement comme avant, mais avec assurance. « Côté suite, côté 311 » répondit Nicolas avant de l'embrasser, au milieu de la route, à ciel ouvert. Et dans ce baiser, il y avait une promesse. La promesse de construire une vie ensemble, selon leurs propres règles. La promesse d'être là l'un pour l'autre, malgré la condamnation ou l'approbation de la société. La promesse de s'aimer tels qu'ils étaient. 8 mois s'étaient écoulés depuis que Clara était devenue Madame Hayes. L'automne avait cédé la place à l'hiver, l'hiver au printemps, et le printemps à un été torride. La vie au ranch suivait son cours. Mais pour Nicolas et Clara, chaque jour était une découverte. Clara avait changé. Elle était toujours la même femme bonne et travailleuse, mais une nouvelle assurance l'habitait. Elle avait appris à se tenir avec dignité devant les invités, à répondre aux piques des dames du monde, avec un sourire et du calme. Elle ne jouait pas selon leurs règles, mais avait créé les siennes, celles de l'honnêteté, de la simplicité et de la sincérité. Nicolas la regardait gagner progressivement le respect même de ceux qui l'avaient se mépriser au début. Après l'incident avec Jack, les gens commencèrent à solliciter son aide. Pour mettre bas une vache, soigner un enfant enrhumé ou demander conseil sur la gestion d'une ferme. Clara ne refusait jamais. Elle aidait les fermiers pauvres, soignait les ouvriers, partageait ses connaissances sur les plantes et les remèdes. Avec le temps, même Madame Holmes s'adoucit. Un jour, elle vint au ranch pour une visite officielle et admit qu'elle s'était trompée dans son jugement. « Madame Hayes, je dois m'excuser pour mes paroles de la dernière fois, » dit-elle en sirotant son thé dans le salon. « J'ai été injuste envers vous. Vous vous êtes révélée une épouse digne de Monsieur Hayes. Plus encore, vous nous avez montré à beaucoup que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ses origines, mais dans ses actes. » Clara accepta les excuses avec gratitude, sans triomphe ni malice. Elle n'en voulait pas à ces gens. Elle comprenait qu'ils vivaient simplement selon les règles qu'ils jugeaient justes. Mais tout n'était pas rose. L'été, la sécheresse frappa. Il n'avait pas plu depuis 2 mois, et les pâturages commençaient à se dessécher. Nicolas s'inquiétait. Le bétail avait besoin de nourriture et
et les réserves s'épuisaient. Il passait ses journées à cheval, vérifiant les points d'eau, organisant la livraison de foin, surveillant l'état des animaux. Clara voyait sa fatigue, sa tension. Un soir, elle le trouva dans son bureau penché sur des cartes et des papiers. Clara s'assit à côté de lui et lui prit la main. Je me souviens comment mon père gérait la sécheresse. Il n'avait pas autant de terre que toi, mais il savait une chose. Dans ces moments-là, il faut s'unir. Les voisins s'entraidaient. Ils partageaient l'eau, le fourrage. Ensemble, il était plus facile de surmonter l'épreuve. Nicolas réfléchit. Il avait toujours eu l'habitude de se débrouiller seul, de ne pas demander d'aide. Mais Clara avait raison. Sa fierté pouvait lui coûter son ranch. Tu me suggères de m'adresser aux voisins? Oui, pas pour demander la charité, mais pour proposer une aide mutuelle. Tu peux leur offrir une partie de tes pâturages s'ils ont de l'eau. Ou, au contraire, partager tes réserves de foin s'ils ont des sources. Dans les moments difficiles, ceux qui restent unis survivent. Nicolas la regarda avec admiration. Cette femme ne cessait de le surprendre par sa sagesse. Le lendemain, il fit le tour des ranchs voisins. Il parla avec les propriétaires, proposa une coopération. Tous ne répondirent pas favorablement. Certains étaient trop fiers ou méfiants. Mais plusieurs voisins acceptèrent. Le vieux Thomas Carver, dont le ranch bordait les terres de Nicolas, offrit l'accès à sa source en échange d'une partie du foin. Les frères Morrison acceptèrent d'unir leurs efforts pour faire paître le bétail sur des pâturages éloignés où il restait encore de l'herbe. Ce n'était pas de la charité, mais un partenariat commercial. Chacun y trouvait son compte. Et cela fonctionna. À la fin de l'été, lorsque les pluies revinrent enfin, les 3 ranchs avaient en survécu avec des pertes minimes. Thomas Carver vint voir Nicolas après la première bonne pluie. « Hayes, je dois dire que ta femme est une femme intelligente. Sans son idée, nous aurions tous perdu bien plus. Transmets-lui mes remerciements. » Nicolas transmit le message et Clara se contenta de sourire. Je me suis juste souvenu des leçons de mon père. Il disait toujours que la fierté est une mauvaise conseillère dans les moments difficiles. À l'automne, une foire de charité fut organisée en ville. Toutes les familles riches du comté devaient te faire un don pour la vente, et les bénéfices étaient destinés à la construction d'une nouvelle école. Nicolas voulait simplement donner une grosse somme d'argent, mais Clara proposa autre chose. Nicolas hésita, l'épouse d'un riche propriétaire de ranch qui cuisine et vend elle-même des tartes au marché. Que diraient ça les gens? Mais Clara insista. Elle prépara 20 tartes, aux pommes, aux cerises, à la citrouille. Elle les emballa joliment, installa un petit stand à la foire et commença à vendre. Au début, les gens passaient. Surpris. Madame Flynn faillit s'évanouir en voyant Clara derrière son comptoir. Mais quelqu'un acheta une tarte, la goûta et revint en prendre une deuxième. Puis un autre. À la fin de la journée, il ne restait plus une seule tarte à Clara. De plus, plusieurs femmes s'approchèrent d'elle pour lui demander ses recettes. Madame Holmes, qui organisait la foire, vint voir Clara avec un sourire. Si. Madame Hayes, vous avez récolté le plus d'argent d'aujourd'hui, vos tartes se sont arrachées. Puis-je vous demander de m'aider à organiser la prochaine foire? Nous avons besoin de personnes avec des compétences aussi pratiques. Clara accepta, et Nicolas vit la fierté illuminer son visage. Non seulement elle était acceptée par la société, mais on lui demandait de l'aide. On l'appréciait non pas parce qu'elle était l'épouse d'un homme riche, mais pour ses propres talents. Le soir, en rentrant, Nicolas l'enlaça. « Tu as été magnifique aujourd'hui. Tu as vu comment les gens te regardaient, avec respect, même avec admiration. J'ai juste fait ce que je sais faire, répondit Clara. Nicolas, j'ai compris une chose ces derniers mois. Je ne serai jamais comme eux. Je ne porterai pas de robe à la mode d'Europe. Je n'organiserai pas de bal. Je n'apprendrai pas le français. Mais ce n'est pas nécessaire. Je peux être précieuse à ma manière, avec mes mains, mes connaissances.
ma bonté, et ceux qui ne le voient qu'un pas ne sont tout simplement pas des gens pour moi. Nicolas l'embrassa. Que tes trois totes. L'hiver revint, apportant avec lui le froid. Nicolas et Clara étaient assis près de la cheminée dans le salon, chacun avec un livre. Dehors, la neige tombait, recouvrant la terre d'un manteau blanc. C'était calme et confortable. Nicolas posa son livre et regarda Clara. Elle était tête concentrée sur sa lecture, son visage éclairé par la lueur du feu. Il se souvint du jour où il l'avait vue pour la première fois, pieds nus, affamée, fière. Une jeune femme qui n'avait rien d'autre que sa dignité. Et il la regardait maintenant. Sa femme, la maîtresse de maison, une femme respectée dans le comté. Elle n'avait pas changé sur l'essentiel. Elle était restée la même, honnête, bonne, travailleuse. Elle avait simplement appris à croire en elle. Côte 383, appela-t-il doucement. Elle leva les yeux de son livre. Côte 383. Clara posa son livre et s'approcha de lui. Elle s'assit à ses côtés et il l'enlaça. Pour moi aussi, cette année a été spéciale. Il y a un an, je ne savais pas si j'allais survivre jusqu'au lendemain. Et maintenant, j'ai un foyer, un mari que j'aime, des gens qui me respectent. Je me sens utile, comme si ma vie avait trouvé un sens. Tu m'es utile, murmura Nicolas. Plus que l'air que je respire, plus que tout au monde. Ils restèrent ainsi longtemps, écoutant le crépitement du feu et le sifflement du vent dehors. Nicolas pensait à l'avenir. Il était incertain. Personne ne sait ce que l'année suivante apportera. Peut-être de nouvelles épreuves, de nouveaux problèmes. Mais maintenant, il n'avait plus peur, parce qu'il savait que, quoi qu'il arrive, ils y feraient une face ensemble. Côte 339, dit doucement Clara. Côte 390. Nicolas sourit. Bien sûr, elle pensait aux autres. C'était tout à fait elle. C'est une excellente idée. Nous pouvons aménager la vieille grange, en faire une salle de classe. J'achèterai les livres, les tableaux, tout ce qu'il faut. Les yeux de Clara s'illuminèrent. Côte 3 nota, côte 3. Clara le serra fort dans ses bras. Côte 3 sur côte. Le printemps arriva tôt cette année-là. La neige fondit, révélant l'herbe verte. Les oiseaux revinrent du sud, emplissant l'air de leurs chants. La vie au ranch s'éveillait avec la nature. Nicolas et Clara se tenaient sur cette même colline, sous le vieux chêne où, un an plus tôt, il lui avait avoué son amour pour la première fois. Ils étaient venus à cheval, comme alors, et contemplaient maintenant les terres du ranch en contrebas. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda Nicolas. « Bien sûr. J'avais si peur. Peur de croire que le bonheur était possible. Que quelqu'un puisse m'aimer vraiment. Et maintenant ?» Clara se tourna vers lui, le visage rayonnant. « Maintenant, je n'ai plus peur. Je sais que nous avons créé quelque chose de réel, pas parfait. Nous avons eu et nous aurons des difficultés. Mais quelque chose de vrai, d'honnête. Et cela a plus de valeur que tout l'argent, que toute position sociale. » Nicolas prit ses mains dans les siennes. « Clara Hayes, quand je t'ai rencontrée, je pensais t'aider. Te sauver de la misère et de la solitude. Mais en réalité, c'est toi qui m'as sauvé. Du vide, de la solitude, d'une vie sans sens. Tu as fait de ma maison un foyer, de ma vie une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et je suis reconnaissant au destin pour chaque jour passé avec toi. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Clara. Mais c'étaient des larmes de joie. Que de cartons qu'ils s'embrassèrent sous le vieux chêne. Comme un an auparavant. Mais cette fois, le baiser était différent. Il n'y avait ni peur ni incertitude. Seulement de l'amour, fort et vrai. Un amour qui avait résisté aux épreuves et n'en était devenu que plus fort. Quand ils rentrèrent au ranch, la vie reprit son cours. Nicolas s'occupa de ses affaires. Clara commença à planifier son école. Les ouvriers les saluaient, les chevaux hennissaient dans l'écurie, un chien aboyait au loin. Tout était comme d'habitude, et en même temps,
extraordinaire. Le soir, Nicolas était assis sur le porche, fumant sa pipe et regardant le coucher du soleil. Clara sortit et s'assit à côté de lui, à l'endroit même où elle gardait autrefois une distance de 3 mètres. Maintenant, leurs épaules se touchaient, leurs mains étaient entrelacées. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « À la chance que j'ai. J'étais le plus riche propriétaire de ranch du comté, mais je me sentais le plus pauvre, parce que j'avais tout, sauf ce qui compte vraiment. Et puis tu es arrivée, une jeune femme sans bottes, sans argent, sans nom, et tu m'as donné ce que j'avais cherché toute ma vie. Et qu'est-ce que c'est » Nicolas la regarda, les yeux pleins de tendresse. L'amour, un amour vrai, honnête, celui qui ne dépend ni de l'argent ni de la position, celui qui ne change pas avec le temps ou les difficultés, celui qui donne un sens à la vie. Clara se blottit contre lui. « Je t'aime, Nicolas Hayes, pas pour ta richesse ou ta position, mais parce que tu as su voir en moi une personne, et non une mendiante. Parce que tu m'as donné la chance de devenir celle que je voulais être. Parce que tu m'aimes telle que je suis. Et je t'aime, Clara Hayes. Je t'aimerai toujours. » Ils restèrent assis sur le porche, se tenant par la main, regardant le soleil se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres. Devant eux s'étendait l'avenir. Inconnu, plein de possibilités et d'épreuves. Mais ils l'affronteraient ensemble. En tant que mari et femme, en tant que 2 personnes qui s'étaient trouvées dans le monde immense et souvent cruel de l'Ouest sauvage. Et c'était leur bonheur, ni bruyant ni ostentatoire, mais réel. Un bonheur qu'ils avaient créé eux-mêmes, de leurs propres mains, par leur travail, par leur amour. Et au loin, on entendait le chant d'un oiseau de nuit. Et le vent bruissait dans les feuilles du vieux chêne sur la colline, celui-là même sous lequel leur véritable histoire avait commencé.